Extra classe. Bonjour, chères poditrices et poditeurs de Parlons Pratique. Bientôt la nouvelle année, l'occasion de se demander comment faire mieux ou différemment dans sa mission auprès des élèves, et peut-être aussi comment faire en se sentant moins seul. Oui, parce que même si on décrit souvent le métier d'enseignant comme plutôt solitaire, les profs appartiennent tous et toutes à des groupes, des collectifs plus ou moins formels ou choisis, comme une équipe pédagogique, une école ou même sa propre classe. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va se demander ce qu'il y a derrière cette expression, voire cette injonction, à faire collectif dans l'éducation. Est-ce qu'on travaille mieux à plusieurs que seul? Avec qui et pourquoi faire? Comment créer et faire vivre un collectif engagé? Des questions que nous poserons à Charles Nicot et Laurent Soligny, nos invités d'aujourd'hui. Et si vous avez regardé leur profil, vous vous êtes peut-être dit « Ah, tiens, ils vont parler de PS aujourd'hui ». Alors, je vous arrête tout de suite, même si ce n'est sans doute pas un hasard que des sportifs aient le sens du collectif. L'épisode d'aujourd'hui s'adresse bien à nous tous et toutes, quel que soit le niveau, la discipline ou la fonction qu'on occupe. Faire collectif, une dynamique pour l'école, c'est parti pour un nouvel épisode Extra classe, Parlons pratique. Charles Nicot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'EPS, doctorant à l'université de Rouen en Normandie, membre du laboratoire CIRNEF, le centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation, et formateur à l'INSPE Normandie Rouen-Le Havre, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors pour se donner envie, une petite question express pour commencer. Quelle serait votre définition toute personnelle d'un collectif? Disons une définition au format dictionnaire. Alors pour pas faire plus long qu'un Larousse, je vous dirais plusieurs individus qui se réunissent autour d'un objectif. Merci. Laurent Soligny, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'EPS et formateur. Vous êtes co-responsable du parcours EPS à l'INSPE Normandie Rouen-Le Havre et affecté à l'UFR STAPS de l'université de Rouen-Normandie. Petite question rapide pour vous aussi. En 3 mots-clés, quelle serait votre définition à vous d'un collectif ? Eh bien, s'il y avait 3 mots-clés peut-être à identifier, je pense que la notion de projet me paraît très importante parce que c'est ce qui va fédérer les individus dans ce collectif. Que le projet soit scolaire, universitaire, sportif, c'est bien ça qui réunit les personnes de ce collectif. Ce collectif, il existe à mon sens aussi à travers une certaine solidarité. Une solidarité qui se concrétise avec de la bienveillance, avec de l'écoute, du respect, cette capacité à vivre ensemble. Et puis également une solidarité qui se traduit par du partage de compétences, du partage de connaissances, bref. C'est ce qui peut aussi caractériser ce collectif. Et enfin, dernier mot-clé, la synergie. La capacité à faire mieux ensemble que tout seul, c'est-à-dire que l'association d'individus n'équivaut pas à une intelligence collective. Et il me semble que cette synergie est très importante dans une société qui s'individualise et aussi où la présence des IA ne nous incite pas à aller vers les autres. Et puis, je pense que plus largement, dans le cadre de notre mission d'enseignant, faire collectif, c'est aussi se préparer au métier à travailler avec les équipes disciplinaires, interdisciplinaires, les équipes de direction, les équipes techniques, les équipes académiques, bref, toutes les personnes qui peuvent œuvrer dans notre mission. Et je crois qu'on va avoir 40 minutes pour éclairer tout ça. Je vous propose qu'on entre tout de suite dans le temps 1 de cet épisode. Le collectif, ensemble, on va plus loin? Alors pour commencer par définir un petit peu la notion de collectif et ses principes fondamentaux, on avait envie de commencer par la pratique pour le coup. On a eu envie de commencer par raconter une histoire, puisque en préparant cet épisode avec vous deux, il y a vraiment une histoire qui s'est écrite. Donc on vous propose que le premier d'entre vous nous raconte un petit peu comment vit le collectif au quotidien et peut-être éclairer dans un deuxième temps, Charles Nicot, si vous en êtes d'accord, cette histoire par des principes scientifiques quelque part. Alors Laurent Soligny, est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui se passe dans le Master MEF de l'INSPE de Rouen? Eh bien, dans le cadre du Master MEF EPS de l'INSPE de Rouen, que je porte avec Clément Jouran, qui est mon co-responsable, et qui est également porté par l'ensemble des formateurs inclus dans cette équipe, on a réussi à promouvoir les valeurs du collectif à différents niveaux, et cet attachement au collectif s'est traduit assez rapidement par une amélioration de la réussite au concours du CAPEPS.
C'est ça qui a marqué précisément cette responsabilité du Master MEF. Alors, à titre d'exemple, la réussite, elle s'est quasiment multipliée par 4. En 2020, il y avait 12% d'admis au concours et en 2024, il y avait 57% d'admis au concours. Donc voilà, cette réussite, elle est marquante, à la fois en termes de quantité, c'est-à-dire du nombre de reçus, mais également en termes de qualité, c'est-à-dire que nos étudiants se classent de mieux en mieux dans le classement général du concours. Et puis, au-delà des résultats chiffrés sur ce concours, on observe également beaucoup de tutorat qui est mis en place entre les étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire entre les étudiants du Master 1 et les étudiants du Master 2, mais également avec les étudiants qui sont lauréats du concours et qui, eux, viennent aider les étudiants du Master MEF EPS. Et c'est bien cette alchimie, ces échanges entre étudiants qui, à notre sens, contribuent fortement à la réussite des étudiants au concours. Alors, dites-nous concrètement comment vous avez réussi ça, parce que là, vous nous donnez les résultats, mais si on remonte le fil de l'histoire, ça a commencé comment? Et puis, qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait, au démarrage? Quand on a repris la responsabilité avec Clément Jouan en 2021, on a souhaité rapidement se servir des vertus de l'hétérogénéité. C'est-à-dire que rapidement, on a fait des groupes TD qui étaient des groupes hétérogènes parce qu'on est convaincu que c'est ce format-là qui permet de faire réussir le collectif. Donc, dans tous les groupes TD et les groupes TP, nous avons fait le choix de l'hétérogénéité. Et surtout, nous avons expliqué ce choix aux étudiants et c'était très clair entre eux et nous qu'on voulait garder ce type de format. Deuxième élément, nous aussi en tant qu'enseignants, on a cherché à travailler ensemble, c'est-à-dire que on s'est mis d'accord sur les progressions, sur les contenus, sur les évaluations, et il nous paraissait important, nous aussi, de travailler en équipe pour avoir un curriculum de formation cohérent et surtout harmonieux entre les étudiants. Donc ça a nécessité beaucoup de réunions, beaucoup de temps de travail, qui nous ont permis de mettre en œuvre cette formation. Et puis, avec cet engagement des enseignants, ces formats pédagogiques qui s'harmonisent, on a commencé à avoir un peu plus de réussite au concours et on a rapidement sollicité, dont Charles à ma droite, on a sollicité nos lauréats du concours pour venir prêter main forte aux étudiants de M1 et de M2. Et puis, au fur et à mesure des années, nos étudiants ont tellement reçu à travers de la correction de copie, à travers des simulations orales, des épreuves du concours, qu'ils se sentent non pas redevables, mais en tout cas ils apprécient pouvoir aider leurs pairs qui sont encore en examen. Et donc, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'on a créé une dynamique qui favorise la réussite. Juste à titre d'exemple, l'an dernier, il y a eu 800 copies corrigées par des étudiants qui étaient lauréats du concours. Et ils ont fait passer 130 simulations orales sur nos étudiants. Donc forcément, quand on multiplie la correction des copies, quand on multiplie les simulations orales, ça améliore de façon significative les résultats du concours. Charles Nicot, si on écoute bien, j'ai l'impression que on va l'appeler collectif, mais vous allez nous dire si ça correspond au terme de votre définition d'un collectif. On parle d'un postulat, l'hétérogénéité, de mise en place de quelques règles. Est-ce que ça correspond à la naissance d'un collectif et à la définition d'un collectif que vous mettriez avec votre regard de chercheur ? Oui, même si, il faut le dire, dans la recherche et dans la littérature scientifique, le terme de collectif, c'est pas quelque chose qui est fréquemment utilisé. On parle plutôt de collaboration, de coopération, mais il y a tout un jargon autour du collectif, mais c'est pas le concept qui est central dans la recherche. Par contre, si j'en reviens à l'idée du faire collectif, qui est le titre de ce podcast, il me semble que ce qu'a présenté Laurent, c'est clairement ça. C'est-à-dire, faire collectif, en fait, c'est passer d'une somme d'individus qui se sont réunis autour d'un objectif à des individus qui ont construit du commun pour agir vis-à-vis de cet objectif. Et c'est ce que Laurent a dit, ça s'est pas arrivé d'un coup, mais progressivement, les individus qui étaient tous d'un coup, on s'est dit, on va se mettre ensemble pour faire collectif. Et bien, progressivement, ils ont articulé leurs compétences. Et donc là, on est là dans la dimension, pour moi, du faire collectif. Et puis, c'est bien cette construction de commun, c'est-à-dire des manières de travailler, d'organiser le collectif qui se construisent et qui permettent de faire collectif.
le collectif, c'est pas quelque chose qui existe a priori quand on met des individus ensemble, mais c'est bien une construction progressive pour atteindre un objectif. Et puis l'objectif, Laurent, il a été très clair, c'est notamment la réussite des étudiants au concours, et on voit bien que cet objectif, il s'améliore d'année en année. Laurent Soligny, vous avez parlé de miser sur l'hétérogénéité, du travail d'équipe. J'ai l'impression qu'il y a d'autres peut-être ingrédients qui sont plus informels, mais qui sont de l'ordre aussi peut-être de la convivialité. Dans un épisode précédent, on nous parlait d'une machine à café qui souffrait beaucoup et qui était très sollicitée par le collectif. Est-ce que vous, c'est un peu la même chose ? Oui, j'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire que même si on met en place des dispositifs pour inviter cette collaboration entre les étudiants, il faut qu'il y ait un climat de travail serein, des relations humaines entre les enseignants et les étudiants qui soient très saines pour que toutes les pratiques collaboratives qu'on propose puissent être appliquées. Et donc, ces temps conviviaux, on essaye de les mettre en place à travers des événements comme des petits tournois sportifs, comme également des moments, des after-work ou bien même sur des petites soirées de gala qui permet aussi de valoriser la réussite des étudiants parce que c'est important de valoriser les élèves et les étudiants. Et donc, tous ces moments-là permettent de fédérer l'ensemble des étudiants de M1, de M2, et puis, comme je disais, les lauréats des concours que l'on retrouve parfois 2, 3, 4 ans plus tard. Et ces moments conviviaux me semblent incontournables, indispensables pour que les étudiants se découvrent autrement que par le travail. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça dit tout et ça dit rien, c'est-à-dire que souvent, dans l'éducation, en tout cas, les collectifs, c'est un peu un impensé ou une injonction. Il faut collaborer entre enseignants, il faut faire collaborer vos élèves. Qu'en dit la recherche ? Vous avez, je vais vous dire, à moitié raison. C'est-à-dire que le collectif, c'est pas totalement un impensé, puisqu'on en fait plein de collectifs, et il me semble qu'en introduction, vous en avez cité plein de collectifs qui existent dans le monde des enseignants. Par contre, ce qui est impensé, de mon point de vue et du point de vue de la recherche, c'est le processus du collectif, c'est-à-dire la manière dont on travaille ensemble. On est très fort pour créer des collectifs et se dire, on se met ensemble et on travaille autour d'un objectif. Par contre, on pense beaucoup moins comment est-ce qu'on travaille dans le collectif et comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a plein de collectifs qui existent, mais combien de collectifs tiennent et arrivent à leur finalité ? Il y en a un peu moins, il y en a qui se perdent en route. Et quel est aussi le rôle de l'envie finalement ? Est-ce qu'on est dans des collectifs plus ou moins volontairement et quelle est la motivation pour y être ? Est-ce que ça, c'est aussi un ingrédient indispensable ? Alors, si on parle de motivation, d'un point de vue scientifique, la motivation, c'est pas entendu comme une composante personnelle des individus, c'est-à-dire que vous seriez motivé, je ne serais pas motivé. On considère que tout le monde est motivé. C'est la même quantité, si vous voulez. Mais ce qui va différer, c'est la qualité de motivation que l'on a vis-à-vis d'une activité. En l'occurrence, ici, s'insérer dans un collectif. Elle est essentielle pour s'engager dans un collectif, la motivation, mais on va plutôt parler de motivation autonome. C'est-à-dire que ces motivations autonomes, c'est quand je participe à un collectif pour le plaisir, pour l'intérêt que j'y trouve, pour le sens qu'il a pour moi, pour le lien qu'il a avec des buts importants pour moi, comme faire réussir les étudiants ou mes valeurs. À l'inverse, on peut aussi participer à un collectif et être engagé un petit peu de force, plutôt pour des motivations qu'on va appeler contraintes. C'est-à-dire, je m'y engage parce que je perçois une sorte de pression interne, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi est-ce que je suis dans le collectif des formateurs EPS à l'INSPE de Rouen ? Parce que tous mes autres collègues y sont, et si moi j'y vais pas, bien, je sentirai un petit sentiment de honte, de culpabilité. Ou bien pour des pressions externes, parce que, si je fais partie de ce collectif, ça va me permettre de tirer un bénéfice personnel ou extérieur au collectif lui-même. Donc il y a ces deux grands types de motivations, c'est-à-dire des motivations contraintes, c'est-à-dire que je me sens un peu contraint de participer au collectif, et des motivations autonomes, c'est que je choisis d'y participer. Et on sait aujourd'hui dans la littérature scientifique que plus on poursuit des motivations autonomes vis-à-vis d'activités, en l'occurrence ici du collectif dans lequel on est, plus on va s'engager de manière intense et durable dans celui-ci. Oui, allez-y Laurent.
Oui, je voulais rebondir sur cette notion de projet. Je pense que justement, ce qui fonctionne très bien dans le cadre du Master MEF EPS, c'est ce projet autour de l'obtention du concours. Et parce que les étudiants travaillent et veulent obtenir ce concours, ils ont compris que ensemble, ils allaient pouvoir démultiplier leurs connaissances, démultiplier leurs compétences, croiser les regards, croiser leurs visions. Et c'est bien cette force-là qu'on a réussi à mettre en place qui leur permet de travailler ensemble. Et donc ce projet-là, comme disait Charles, il se décrète pas. Il faut justement arriver à aligner finalement les intérêts que chacun a à travailler ensemble autour d'un même projet. Et c'est ce qui doit, à mon avis, aussi animer les équipes enseignantes quand ils veulent faire fonctionner leurs élèves ensemble. Et sur l'aspect modélisant, c'est-à-dire vous avez expliqué que le but ultime, j'ai envie de dire, c'est de faire collaborer et faire collectif par les étudiants. Mais vous donnez l'exemple en collaborant, en faisant collectif entre enseignants. Ça a un effet d'entraînement ou c'est plus compliqué à amener auprès des collègues enseignants, ce faire collectif ? C'est toujours difficile de travailler ensemble quand on est enseignant. Pour plein de raisons, pour des raisons organisationnelles, logistiques, idéologiques. Il y a plein d'enseignants dans les établissements scolaires qui travaillent la porte fermée et qui ne partagent pas leur progression, qui ne partagent pas leur contenu, qui ne partagent pas leurs évaluations. Et puis, il y a d'autres enseignants qui, eux, acceptent justement de s'ouvrir et de proposer un vrai travail en équipe. Ce qu'on a essayé de mettre en place, nous, en EPS, et dans le cadre du Master MEF, c'était évidemment de caler les enseignements sur les mêmes jours pour justement arriver à se croiser plus fréquemment et plus souvent, donc essayer de limiter les contraintes logistiques et organisationnelles. On a également fait le choix de proposer vraiment les mêmes cours aux mêmes étudiants et on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on fait aussi le pari que l'étudiant, au cours de sa formation de master, donc sur 2 ans, il doit se confronter à plein de formateurs. Et donc, on est vigilant aussi à ce que l'étudiant, il ait, pour les mêmes connaissances à acquérir ou les mêmes compétences, il ait différentes façons d'entendre et d'apprendre ses compétences. Donc voilà, ça a demandé évidemment beaucoup de concessions parce que des fois on a envie de mettre en place certains dispositifs et puis des fois on voit bien que soit ça fonctionne pas, soit les collègues sont un peu plus réticents et donc la difficulté c'est de trouver un équilibre pour tous. Et dernier point, cet équilibre est encore plus difficile à trouver quand plus l'équipe est importante, plus il y a de personnes qui constituent l'équipe. Donc voilà, c'est une des limites de ce travail collaboratif. Alors, vous avez commencé à nous donner déjà quelques pistes. On va rentrer tout de suite dans un deuxième temps, faire collectif, mode d'emploi. Et là, l'idée, ça va être un peu d'aller un petit peu plus précisément, d'identifier des mécanismes pour construire, animer un collectif. Et peut-être, Charles Nicot, pour commencer, on a envie de dire tout simplement, c'est quoi les conditions pour que ça marche avec des guillemets ? Moi, peut-être que vous l'aurez compris dans ma réponse précédente, ce qui m'intéresse, c'est la motivation, c'est-à-dire ce qui pousse les individus à s'engager dans un collectif et à y rester. D'un point de vue théorique, ce qui va faire que l'on va s'engager, qu'on va rester dans un collectif, c'est la satisfaction de 3 besoins psychologiques fondamentaux, c'est-à-dire pas manger, boire, dormir, même si ça peut jouer sur le collectif. C'est surtout des besoins psychologiques, c'est-à-dire le besoin d'autonomie, c'est-à-dire adhérer au collectif, au projet. Donc là, Laurent en a parlé, favoriser la diversité des points de vue des acteurs, etc. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le besoin de compétence, c'est-à-dire que dans un collectif, il faut que je me sente compétent, c'est-à-dire que je puisse apporter mes compétences au collectif. Donc ça passe notamment par l'explicitation des rôles structurés, et puis où on n'a pas l'impression qu'on se marche dessus, qu'on fait la même chose, ou encore par le fait d'avoir des objectifs bien identifiés. On sait pourquoi est-ce qu'on est dans le collectif, pourquoi on travaille, et des indicateurs aussi pour voir l'évolution de ces objectifs. Et puis le troisième, c'est le besoin de proximité sociale. C'est le fait de se sentir connecté avec les autres. Alors Laurent a donné quelques exemples avec des temps conviviaux qui sont organisés, mais ça passe aussi dans les interactions qu'on a dans le collectif. Le fait, par exemple, d'éviter d'avoir une posture d'autorité ou d'expert qui, en fait, nous déconnecterait des autres. Et finalement, il n'y aurait qu'une personne qui pourrait porter le collectif, la convivialité, l'humour, et puis s'intéresser à ce que les autres disent à leur point de vue.
Laurent Soligny, en lien avec ce qui vient d'être dit, et vous en tant qu'animateur praticien de ce collectif, quels outils, quelles pratiques d'après vous favorisent cette collaboration entre vous les enseignants et entre les étudiants d'un autre côté ? Alors, les éléments de réponse sur cette collaboration entre étudiants et enseignants, je l'explique en partie par notre envie de travailler ensemble avec Clément Jourand, mon co-responsable. Charles a évoqué les temps conviviaux. Je ne minore pas ces temps-là, que ce soit à la machine à café ou que ce soit en dehors des cours, qui nous permettent de mieux nous découvrir pour mieux travailler ensemble. Les étudiants, on passe du temps également avec eux, du temps en cours et du temps en dehors des cours, et ce qui permet aussi de mieux se connaître, et ils nous font davantage confiance. Et comment vous définissez, vous, votre rôle ? Vous êtes un leader, un coach, un animateur, un facilitateur ? Oui, je pense que le terme de facilitateur me paraît plus adapté. On essaye justement de tisser des liens entre les étudiants sans pour autant trop s'immiscer dans leurs liens. Et c'est toute la subtilité, je crois, de ce faire collectif. C'est-à-dire que quand on a demandé au FSTG de commencer à corriger des copies, mon travail s'est surtout attaché à mettre en lien sur le plan technique les étudiants entre eux. Et ensuite, je leur ai fait confiance pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, je me suis surtout occupé de leur donner les sujets, par exemple, ou les corriger, pour qu'eux, ils soient facilités dans cette tâche de correcteur. Et parallèlement, l'étudiant pouvait envoyer facilement sa copie à son tuteur. Donc voilà, j'ai fait de la mise en relation et j'ai expliqué surtout, encore une fois, les intérêts de cette démarche. J'ai pas simplement fait de la relation, j'ai aussi montré que eux, à leur échelle, ils pouvaient déjà nous aider. Et en tant que jeunes lauréats, je crois ils se sont sentis valorisés et ils ont eu envie d'aider leurs copains et leurs copines. Je vois Charles qui opine. Oui, justement, je voulais rebondir sur ce que Laurent disait pour montrer qu'en fait, à travers le témoignage de Laurent, on retrouve ces conditions qu'on retrouve dans la recherche. D'abord, quand Laurent il dit ce que j'ai fait avec les étudiants, c'est que j'ai justifié l'intérêt en fait du collectif. Ça, c'est ce qu'on appelle soutenir le besoin d'autonomie, c'est-à-dire que ça donne du sens et ça soutient la motivation des étudiants à s'engager dans celui-ci et en l'occurrence ici à corriger les copies. Et ça se retrouve dans l'ensemble des collectifs. Il faut qu'on perçoive un intérêt à faire partie de ce collectif-là. Le deuxième, et c'est une dimension très importante des collectifs, c'est la structuration du temps et de l'espace. C'est ça, quand je parlais tout à l'heure des impensés du collectif, c'est des éléments qui sont pas toujours, on se dit, on dit de faire ça, et puis ça va se faire. Structurer le temps et l'espace, c'est aussi important, et c'est ce que Laurent disait dans le fait de leur offrir, d'organiser leur travail à travers qui doit corriger quoi, etc. Ou quand il disait tout à l'heure, dans le fait de piloter le collectif, de mettre sur l'emploi du temps des temps pour que tous les enseignements soient ensemble. Ça, c'est soutenir le besoin de compétences, c'est-à-dire que on sait vers quoi on va, donc on sait qu'on peut exprimer ses compétences dans le collectif. Et je fais le parallèle avec ce qui se fait dans les établissements scolaires et le rôle, par exemple, des chefs d'établissement. On est en train de travailler dessus avec Amaël André sur les pratiques motivationnelles des chefs d'établissement. Eh bien, le fait de structurer les collectifs, d'offrir des espaces, par exemple, le même pratique que ce qui est fait ici à l'INSPE, en organisant les emplois du temps des enseignants pour qu'ils aient, par exemple, des cours ensemble et puis des temps de creux ensemble pour pouvoir avoir du temps pour travailler collectivement. Eh bien, ça, c'est parmi les conditions qui font que ça soutient le besoin de compétences et ça favorise, du coup, le collectif. Pour aller au bout du dispositif et dans le raisonnement, c'est-à-dire que quand les étudiants lauréats du concours accordent du temps pour corriger des copies, pour faire des simulations en plus, lorsqu'ils voient que les camarades qu'ils ont aidés obtiennent le concours, ils savent qu'ils ont participé à la réussite de leurs copains ou de leurs copines. Et c'est ça qui fonctionne. Et on se rend bien compte que non seulement eux, ça les valorise, mais ils se sentent utiles. Et je crois que ça rejoint aussi ce sentiment de compétence dans le cadre de la formation du Master MEF. On sent une dynamique positive qui s'auto-nourrit quelque part. Est-ce que cette dynamique-là, elle a une limite en termes de taille de collectif ? Est-ce que c'est la même chose faire collectif à 12 qu'à 50, qu'à 100, je ne sais pas. Peut-être en commençant par ce qu'on dit la recherche sur cette question-là. La taille, ça compte dans les collectifs ? La recherche a montré que c'était plus facile de faire des collectifs avec des petits effectifs, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que, et en général, les collectifs, ça commence souvent
avec quelques individus qui travaillent ensemble et progressivement ça s'élargit. Au mois d'août avec Marie Barsac qui fait partie du comité de direction des JO, on était intervenu à Lyon sur cette thématique du faire collectif et elle avait parfaitement expliqué que l'organisation des Jeux Olympiques avait commencé par un petit collectif qui progressivement s'est élargi. La difficulté, quelquefois, ça peut être l'élargissement du collectif. C'est-à-dire qu'au début, on a créé un noyau solide avec notre collectif, mais il faut bien se dire que si on souhaite élargir le collectif, il faut se dire que ça va bouger. On ne cherche pas à élargir le collectif pour garder les mêmes éléments. On va chercher d'autres compétences, on veut d'autres choses. Donc, c'est pas facile d'élargir un collectif parce que ça va le déstabiliser, mais c'est aussi un moyen pour qu'il grandisse et pour qu'il garde en dynamisme. Il me semble aussi que le collectif doit s'envisager, à différentes échelles. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du Master MEF, il y a des groupes d'années, des M1 et des M2, qui représentent environ 130 étudiants. Ensuite, il y a les M1, donc en première année, les M2 en deuxième année, ça fait 2 groupes. Et puis après, ils ont des groupes TD, donc on redivise des groupes. Et après, il y a des groupes TP, on redivise encore les groupes. Et puis, il y a des groupes en fonction des enseignements, des spécialités sportives, l'anglais et d'autres enseignements. Et en fait, je pense que quand le groupe est assez conséquent, il faut arriver à faire collectif différemment à chaque fois. Et c'est peut-être une façon de garder des tailles raisonnables, mais et de se connaître tous ensemble sur des effectifs plus importants. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, tout à fait. Ces différentes échelles, c'est assez intéressant. J'aimerais bien revenir, Charles Nicot, peut-être sur cette idée qu'il y aurait des styles finalement motivationnels. Alors là, vous l'avez dit à propos des chefs d'établissement. En gros, ça serait quoi la manière d'accompagner un collectif au mieux ? Est-ce qu'un groupe peut s'auto-gérer ou est-ce qu'il a nécessairement besoin de quelqu'un, par exemple, qui prend une forme de lead ? Comment ça se passe ? Moi, je pense qu'un groupe peut s'auto-gérer sans, on va dire, leader d'un point de vue de statut. Mais je pense comme il a besoin d'être structuré, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui structure le collectif, qui récolte, par exemple, qui fasse les comptes rendus, qui organise les prochaines réunions, qui structure là où on va se retrouver, etc., etc. Je pense pas qu'un collectif sans un leader, au sens non pas quelqu'un qui serait hiérarchiquement supérieur, etc., mais quelqu'un qui pilote le collectif, c'est essentiel. Ensuite, dans ces conditions pour piloter le collectif, et là on prend par exemple un collectif d'enseignants qui travaillent ensemble, il n'y a pas de statut hiérarchique, mais il me semble que le leadership, le plus efficace, de mon point de vue, c'est quand il est partagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait tout. Parce que sinon, c'est plus un collectif, c'est mon projet, et les autres participent à mon projet. L'exemple, c'est quand Laurent il s'est présenté tout à l'heure, il a dit « ce master, c'est moi-même, Clément Jourand, et puis tous les formateurs ». Eh bien, un leadership partagé, je vais vous faire le parallèle avec les enseignants. Une des limites aujourd'hui de l'enseignement, c'est quand les enseignants sur ce qu'on appelle des approches centrées sur l'enseignant, c'est-à-dire qu'ils pilotent tout dans la classe. Ils pilotent les contenus, ils pilotent les savoirs, ils pilotent l'organisation du temps, des exercices, etc., etc. Et on essaye de passer, du coup, on va dire, à un leadership plus partagé, c'est-à-dire où les élèves ont aussi la main dans le collectif, parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait de davantage répondre à leur diversité, où les élèves ont des choix dans leur organisation, ils peuvent amener leur propre savoir, ils peuvent amener aussi leur expérience, leur centre d'intérêt, etc. Dans le pilotage d'un collectif, et ça, c'est du coup, je reviens à mes concepts scientifiques, mais c'est ce qu'on appelle le soutien de l'autonomie, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse adhérer au collectif, un leadership partagé où on laisse la place à tout le monde pour exprimer son point de vue, où on répartit le pilotage, la gestion de certains éléments, c'est ce qui me paraît être le plus efficace. La question du résultat d'un collectif qui fonctionne, qui marche bien, vous en parliez au tout début d'émission, on a très envie tout de suite de parler de ça, le nombre de lauréats qui a augmenté. Au-delà du nombre de lauréats, qu'est-ce que vous avez pu constater comme effet positif du bon déroulement de ce collectif ? Eh bien, on a observé des étudiants qui, justement, se créent des groupes de travail régulièrement, c'est-à-dire que des étudiants qui travaillaient sans cesse, des étudiants également qui étaient très présents dans les locaux de l'INSPE, à la bibliothèque, mais également
à la cafétéria pour prendre un café et encore une fois échanger. Des étudiants qui étaient très présents dans les cours magistraux, très présents dans les TD. Et c'est aussi des indicateurs qui permettent de mesurer le climat de travail de nos étudiants. Et puis, ça s'est concrétisé aussi avec la création d'une association alumni. Et cette association-là, elle illustre bien cette envie chez nos étudiants de se retrouver différemment et de garder des contacts sur des contacts humains et professionnels parfois, puisqu'il y a des échanges autres que conviviaux. Je vous propose qu'on file en troisième temps de l'épisode. On se pose une question à la fois simple et complexe. Quel avenir pour les collectifs ? Alors l'idée là, c'est vraiment de se poser la question de comprendre comment on peut assurer la pérennité d'une dynamique de groupe avec tout ce qu'on a dit jusque-là, que le fait qu'il augmente justement, c'est le mettre en instabilité, etc. etc. Laurent Soligny, où est-ce que vous en êtes actuellement et qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait si vous partiez vers d'autres fonctions ? Que deviendrait ce collectif ? J'espère qu'il serait pérenne. J'espère que les étudiants continueraient à s'entraider, à travailler ensemble. Et d'ailleurs, on travaille à se dispenser de soi-même. C'est-à-dire que les étudiants, on leur explique, on les convainc de cette nécessité de travailler ensemble. Les lauréats et les autres, forcément, j'espère, ont cette culture de faire ensemble. Donc, si Laurent Soligny demain ou Clément Jourand partent de leurs fonctions, eh bien, j'espère que ça se poursuivrait et que nos collègues qui prendraient notre place seraient sur ce même état d'esprit qui fonctionne. Et voilà. Question difficile à répondre. Et oui, Charles, parce que ça pose quand même la question de est-ce que c'est lié aux personnes d'une certaine façon quand même, le collectif ? Comment est-ce qu'on assure sa pérennité au-delà des personnes ? On ne peut pas assurer sa pérennité si c'est porté par une seule personne. Ce que je disais un petit peu avant, c'est-à-dire que si c'est que Laurent, c'est le projet de Laurent, et sans Laurent, on ne peut rien faire, eh bien le collectif, si Laurent part, il n'y a plus de collectif. Pour pérenniser le collectif, il me faut déjà qu'il soit porté par plusieurs personnes, et puis que les objectifs ils soient vraiment partagés. C'est-à-dire que on adhère ensemble à l'objectif commun, et donc que tout le monde incarne cet objectif. Si c'est qu'une personne, il est conditionné à la présence de cette personne. Et puis ensuite, je pense aussi qu'il faut accepter que lorsque il y a quelqu'un qui va de nouveau qui va piloter un petit peu ce collectif, que ce collectif il bouge, parce que s'il y a des nouveaux entrants dans ce collectif, eh bien ça veut dire que il va peut-être être un peu réorienté, parce que ça fera davantage chance, il y aura de nouvelles idées qui vont être importées. Donc la pérennité d'un collectif, c'est peut-être un collectif qui reste pas statique, mais bien qui va bouger selon les personnes qui l'incarnent. Je pense effectivement que si jamais Clément et moi on était amenés à quitter nos responsabilités ou à ce que le concours bascule en L3 comme c'est actuellement réfléchi, je pense que le collectif poursuivrait, mais serait peut-être fait d'une façon différente avec un autre responsable, un autre pilote dans ce Master MEF, et que ce serait une petite fraîcheur apportée à ce collectif, à ce Master MEF, puisqu'il pourrait y avoir un phénomène d'usure avec nos méthodes, un phénomène d'usure sur les dispositifs qu'on a mis en place. Là, ça fait 4 ans qu'on met le tutorat en place, peut-être qu'il mériterait être peut-être pas modifié, mais en tout cas repensé sur les modalités, sur la fréquence, sur la nature. Et c'est quelque chose qui pourrait être apporté par un regard plus neuf sur la formation. Charles ? Et puis un des éléments essentiels du collectif, c'est qu'on parle de ceux qui s'occupent du collectif. En général, on pense, nous on fait un collectif pour telle personne. Exemple, les enseignants, ils font un collectif ensemble pour les élèves. L'objectif, il concerne les élèves. Les formateurs font leur collectif pour les étudiants. Mais faut pas oublier que on va dire les usagers du collectif, les bénéficiaires du collectif, eh bien, plus on les implique dedans, plus c'est facile aussi de faire bouger ce collectif parce que on tient compte de leur point de vue et donc on peut faire évoluer nos pratiques de manière à répondre davantage aux personnes à qui s'adresse le collectif. Et donc eux-mêmes sont
toujours une source de modification et d'amélioration du collectif. Ce qui confirme tout à fait l'importance, à mon sens, que les formateurs doivent être très proches de leurs étudiants pour justement prendre la température, sentir les besoins, à la fois les besoins collectifs, mais aussi les besoins individuels. Il arrive souvent que nous rencontrions les étudiants individuellement pour faire un état sur la scolarité, mais aussi sur les difficultés plus personnelles qu'ils vivraient. Et je crois que cette confiance qu'on arrive à donner à nos étudiants, eh bien, ça nous permet d'activer les leviers du collectif plus facilement par la suite. Et en termes de dynamique, de vie du collectif, c'est-à-dire, comme c'est un organisme vivant, finalement, il y a des membres qui entrent, des membres qui sortent. Est-ce qu'il y a des bonnes règles d'accueil, d'intégration de nouveaux membres dans le collectif, par les membres même du collectif, par les pilotes, par ceux qui gravitent autour ? Je ne sais pas s'il y a des règles, Charles le dira probablement mieux que moi. En tout cas, il me semble important que les formateurs qui accueillent les nouveaux stagiaires, les nouveaux élus du collectif, ils soient aussi accueillis par les anciens. Et on revient à ces tutorats, mais quand de jeunes étudiants arrivent en Master MEF et qu'ils entendent les quelques mots des jeunes lauréats qui ont réussi et qui ont vécu cette expérience de formation, eh bien, je crois que ça résonne davantage que quand c'est les mots du formateur. Alors, idéalement, c'est que les mots du formateur et ceux des étudiants, évidemment, soient proches et dans la même direction, ce qui est plutôt souvent le cas. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait différents canaux qui convergent vers le même discours. Pour aller dans le même sens que Laurent, je partage son avis. En fait, il me semble que quand des nouveaux rentrent dans un collectif, il ne faut pas qu'ils aient la sensation que c'est le collectif des autres, mais que eux-mêmes, parce qu'ils arrivent dans ce collectif, ça va être leur collectif à eux, et donc ils appartiennent à ce collectif-là. Donc ça passe en effet par un accueil convivial, etc. Et puis ça passe aussi, de mon point de vue, par justement leur demander leur propre point de vue sur le collectif, sur ses objectifs, sur quelles idées ils auraient, pour qu'en fait, ils se l'approprient, et puis que le collectif évolue aussi grâce à ces nouveaux membres. Est-ce qu'une condition aussi pour que les membres aient ce sentiment d'appartenance et s'approprient, ça peut être aussi d'avoir une réflexion sur son fonctionnement, enfin d'être très un peu méta, un peu réflexif sur le fonctionnement du collectif. Ça peut aider ça aussi quitte à poser des choses pas forcément faciles ou agréables parfois, enfin vraiment avoir ce côté un peu réflexif. Ça me paraît essentiel, d'autant plus que dans des collectifs, il peut y avoir des conflits un petit peu latents, c'est-à-dire des points de désaccord, des éléments qu'on ne partage pas avec les autres, où on se dit qu'on ne voit pas de la même manière. Et si ces éléments-là, ils restent sous le tapis, ils ne sont pas mis sur la table à un moment, eh bien, soit ils grossissent, et puis à un moment, on ne perçoit plus le sens du collectif, l'intérêt, c'est trop éloigné. Donc, finalement, ça ne soutient plus notre besoin d'autonomie. Donc, on arrête, on s'éloigne du collectif. Ou bien, ça explose et du coup, on finit sur des relations qui perdent en qualité. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. C'est-à-dire que quand il y a des éléments qui ne vont pas dans un collectif, c'est impératif d'en parler. Et donc, ça nécessite à la fois d'avoir un espace et du temps. Et puis, quelquefois, y aller explicitement et dire est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne vous conviennent pas ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez changer, etc., etc. D'où l'importance de la qualité des relations humaines. Je suis convaincu que c'est parce qu'on arrive aussi à avoir cette qualité entre enseignants et aussi avec les étudiants que ça nous offre plus de marge de manœuvre quand on veut les faire travailler ensemble. Et c'est ce qui aussi assure ce dispositif un peu plus pérenne. C'est une boucle entre soit des bonnes relations et puis des relations sincères ou des relations sincères qui améliorent la qualité des relations, quoi. Vous répondez à la dernière question que j'allais poser, donc je ne vais pas la poser, mais je vous l'ai dit quand même, c'était si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer. Bon, vous l'avez dit dans la sincérité quelque part des échanges, quels que soient les membres du collectif. Alors, on arrive à la conclusion de cet épisode. Ce qu'on aurait envie d'en retenir, c'est énormément de choses, mais ce qui transpire de tout ce que vous dites tous les deux tout au long de ces 40-45 minutes, je trouve que c'est l'humilité de l'approche, c'est-à-dire, voilà, tout est dans le faire collectif, c'est-à-dire faire, essayer des choses. Évidemment, la recherche apporte des regards sur quelques bonnes pistes, mais en tout cas, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, c'est en faisant collectif qu'on devient un collectif, et ça a vraiment transpiré dans ces échanges. Un grand merci à vous deux pour ce moment passé autour du micro. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.
Faire collectif, une dynamique pour l'école, préparé et animé par Hélène Audard. et Régis Forgione. Moyens techniques et enregistrement. Fanny Mille-Poutingon, Myriam Nassiri, Sarah Echoff et Fernando Carrillo-Binasco. Montage, mixage et réalisation. Simon Gattegno. Coordination de production. Luc Taramini, Hervé Thury, Magali Devance. Directrice de publication. Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2024. C'est hyper fort tout à coup. Mais c'est horrible, je suis désolée. C'est hyper fort, ouais, Simon, effectivement. J'ai l'impression que le son il monte pendant qu'on parle. Extraclasse.